Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour cette séance du séminaire Performativité noire, culture visuelle, corps noir et performance. Et ce soir en particulier autour de la fabrique et de la promotion de la couleur. Donc, comme vous pouvez le constater, Viviane Braga dos Santos n'est pas là ce soir, malheureusement. Elle est souffrante et elle n'était pas en mesure d'assurer le séminaire. Donc, on vous prie de l'excuser. Nous sommes donc Marie Collat-Desfrancs, ici même, et moi-même, Marion Belloir, chargée d'études et de recherche à l'INHA. Et à la demande de Viviane, voilà, on va assurer la fluidité de la soirée. Et des échanges qui vont suivre après les présentations de chacun de nos invités. Donc, pour recontextualiser un petit peu, à l'origine du séminaire Performativité noire, pensé par Viviane Braga dos Santos, est une réflexion sur l'utilisation des archives mémorielles et corporelles propres aux communautés noires et comment de nombreux artistes participent à l'élaboration de nouveaux récits sur la migration, la circulation et la préservation des gestes. À travers ces 5 séances, le séminaire s'intéresse aux usages de ces références dans les arts dont les corps noirs sont devenus les matières premières de travail ou de support artistique, comme l'art de la performance, les arts du spectacle et le cinéma, en observant les intersections entre ces performativités dans d'autres cultures visuelles, comme par exemple celle du sport. Pour ce faire, le séminaire réunit à l'Institut national d'histoire de l'art des spécialistes qui ont développé des réflexions historiques et critiques autour de la blackness en France. L'objectif est de revenir sur la généalogie de cette histoire et le développement des études qui ont été consacrées à ce sujet en réfléchissant à la façon dont ces chercheuses et chercheurs en histoire des arts considèrent les corps noirs et les identités noires comme des matières principales d'un art contemporain ayant une très forte charge politique. Le corps, présent comme résistant à la violence arbitraire héritée du colonialisme et de la traite négrière, est au centre des discussions qui seront menées dans le séminaire autour des représentations artistiques, des esthétiques hétérogènes, des performativités noires et des différents régimes et supports de visibilité. Ce séminaire, qui se déroule durant toute l'année 2022, qui s'est déroulé durant toute cette année, préfigure le colloque international Performativité noire, esthétique de la diaspora et archives des corps noirs dans l'art de la performance aux Amériques latines, qui se tiendra le 12 et 13 janvier prochain, 2023, donc à l'INHA, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, de la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord et de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Alors, à présent que Marion vous a expliqué un petit peu à quoi touchait ce séminaire Performativité noire, je vais maintenant vous présenter dans les grandes lignes ce dont on va parler aujourd'hui avec nos 2 intervenants. Aujourd'hui, nous accueillons donc Sarah Fila Bacabadio de Cergy Paris Université et monsieur Franck Freitas Écué du Centre de recherche sociologique et politique de Paris, pour un dialogue autour du thème qui est fabriquer et promouvoir la couleur. Alors, pour présenter cette thématique de manière rapide, du XVIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine, les sujets noirs sont l'enjeu de représentations ambivalentes. La mise en représentation de l'altérité noire, dont le corps a constitué le marqueur principal, relève autant d'une culture visuelle générale que des arts plastiques en particulier. La diversité des répertoires pour spécifier cette altérité démontre l'importance des images dans les histoires de celles-ci. Cette dernière séance du séminaire Performativité noire est consacrée aux catégorisations du corps noir, par le biais notamment des productions visuelles qui donnent un sens particulier à la couleur de l'épiderme. Les productions d'images et leur instrumentalisation seront au cœur de la discussion qui vise à mettre en lumière les processus à la fois de marchandisation, d'autoreprésentation, de promotion et d'émancipation des sujets noirs dans les cultures afro-diasporiques.
Je vais maintenant redonner la parole à Marion afin qu'elle présente notre première intervenante. Alors, Sarah Fila-Bakabadio, si elle m'autorise à reprendre sa biographie en ligne, est historienne en études américaines et afro-américaines et maîtresse de conférences à Cergy Paris Université. Elle est rédactrice en chef de la revue African Diaspora et membre du laboratoire Agora. Ses recherches portent sur l'Atlantique noir. Elles abordent les circulations intellectuelles, culturelles et politiques des Africains américains et afro-descendants d'Europe au cours des XXe et XXIe siècles. Sarah Fila-Bakabadio a ainsi étudié les connexions révolutionnaires des nationalismes africains américains avec l'Afrique dans les années 1960 et 1970. La formation, la migration de studies, les Black Studies, les African Diaspora Studies, les représentations visuelles du corps noir et la beauté noire. En 2016, elle a publié Africa on My Mind, une histoire sociale de l'afrocentrisme aux États-Unis, aux éditions Les Indes Savantes. Ce travail retrace les origines de la notion d'afrocentrisme et décrit les pratiques de réafricanisation qu'elle a générées aux États-Unis entre 1965 et le début des années 2000. Elle a également co-dirigé plusieurs numéros de revues et écrit de nombreux articles dans des périodiques et ouvrages collectifs. Son intervention ce soir portera sur, si je ne me trompe pas, Performance et mythe de l'inertie noire. Merci, la parole est à vous. Merci. Alors, je crois que je vais rapprocher ça à l'île, monsieur. Ouais, je sais jamais. Et si vous ne m'entendez pas, vous me le dites, tout simplement. Alors, merci pour cette invitation. Ravie de vous rencontrer, mesdames, à défaut d'avoir rencontré Viviane aujourd'hui. Et ravie d'avoir retrouvé Franck, que je n'avais pas vu depuis longtemps pour cette conversation. Donc, c'est une belle occasion. Et comme on est assez peu nombreux, on va pouvoir élargir la conversation de manière assez informelle, même si je pense que l'un et l'autre, on va commencer par quelques présentations un peu formelles. En réfléchissant à ce que je pouvais venir discuter ici, il y avait quelque chose qui me trottait dans la tête, et je vous explique. On est dans un moment très particulier de l'histoire mondiale, où on voit apparaître un certain nombre de changements sociaux, notamment sous l'influence de certains groupes minoritaires, notamment les femmes, notamment les minorités racisées, dans différents endroits et différents pays, et notamment les États-Unis. C'est un peu ce que je vais garder comme ligne de mire aujourd'hui. Et dans ce moment-là, on est aussi, nous qui sommes chercheurs, on voit aussi apparaître en fait plus de littérature sur les mondes noirs, accessible au grand public. Par exemple, il y a désormais beaucoup plus de traductions d'ouvrages africains-américains qui sont des références pour nous, mais qui n'étaient pas accessibles ici pendant très longtemps. Je pense par exemple aux ouvrages de Bell Hooks, afroféministes de référence, et on voit désormais que ces ouvrages sont accessibles à monsieur, madame, tout le monde. Et donc ce mouvement-là existe dans différents pays d'Europe. On a des discussions sur Afro-Europe, un peu plus, sur la diaspora africaine, qui est un terrain qui m'intéresse aussi. Donc on est dans un moment d'élargissement sous la pression de ces groupes qui insistent sur le fait d'avoir une voix qui est entendue et d'avoir une voix très particulière. Et aussi sur, alors plus dans une tendance qui est associée à la décolonialité et pas décolonialisme, on pourra discuter de ça après, sur comment penser les histoires par les Suds, notamment, comment on pense depuis les Suds, et notamment une critique parfois féroce des Nords, et comment ils se sont parfois appropriés les modes de narration. Bon. Et on parle aussi, là je lisais récemment, donc comme c'est un dialogue, je vous fais part de ça, un article d'une chercheuse qui s'appelle Adom Getachew, qui est, je pense, éthiopienne, et qui parlait de Engaged History. Et en fait, elle discute de qu'est-ce que l'histoire de manière engagée, comment on écrit l'histoire de manière engagée, tout en gardant une ligne méthodologique et de conduite, et très scientifique. Et je trouvais ça aussi intéressant parce que voilà, il y a aussi un débat sur qu'est-ce que l'histoire engagée, qu'est-ce qu'on produit dans ces cas-là.
et quel type de positionnalités sont aussi révélées dans ces histoires engagées, qu'elles soient féministes, qu'elles soient décoloniales, qu'on apprécie ou non, et comment ces positionnalités permettent de développer des discours à partir de ces expériences et pas des discours sûrs. Donc on est vraiment dans cette période-là d'émulation, d'échanges, de choses qui se reconstruisent entre afrodescendants et africains. On parle aussi des futurs du monde qui seraient depuis l'Afrique, en considérant que l'Afrique est le laboratoire du monde. Donc ça, c'est aussi une discussion globale sur aussi quel pourrait être le rôle des afrodescendants dans ces futurs. Donc c'est un moment très, très intéressant pour nous, parce que ce sont des choses sur lesquelles on travaillait un peu seul dans nos coins pendant très longtemps. Et puis là, on voit apparaître un milieu très global qui est à la fois un milieu militant, associatif et artistique. Donc, moi qui ai un peu travaillé par exemple sur la Negro Anthology de Nancy Cunard, en fait c'est exactement ce qu'elle essayait de faire dans ce volume qui réunit des artistes, des militants, voilà, différentes voix. C'est pluriel, c'est parfois cacophonique, mais réellement c'est ça. Et donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui et c'est l'intérêt. Alors ça c'est un premier temps. Et dans ce moment-là, on a aussi une réflexion sur les mémoires et sur les formes de narration, et c'est ce qui va m'intéresser beaucoup plus là, parce que, donc, par rapport à une expérience que j'ai faite et que peut-être Franck fait depuis un certain temps, je me suis retrouvée au cours des 2-3 dernières années à avoir des discussions avec des collègues, notamment américanistes, qui, parfois pour certains, entraient assez récemment dans le champ des mondes noirs et de l'histoire africaine-américaine spécifiquement. Et ils proposaient ce que Michelle Wright, qui est donc une chercheuse à Emory University, qui parle en fait de Linear Progress Narrative. Donc pour traduire littéralement, ce serait la narration progressive linéaire. C'est une vilaine traduction de ma part. Bon. Cette expression-là veut dire comment on écrit l'histoire de manière linéaire, avec des temporalités très organisées, très peu flexibles, et avec l'idée d'un progrès qui apparaît au bout de cette linéarité. Et c'est un peu ce que je vois apparaître en fait dans les discussions que je peux avoir avec ces collègues-là. Alors sans cibler personne, ça n'est pas l'objet, mais c'est de comment on peut avoir une réflexion à partir de ces deux tendances-là qui apparaissent aujourd'hui. Ce qui veut dire pour l'histoire africaine-américaine qu'on a un découpage assez fixe et parfois un peu figé de l'esclavage, la ségrégation, le mouvement pour les droits civiques, un énorme trou, Obama, et puis Black Lives Matter. Et donc entre tout ça, en fait, l'histoire africaine-américaine semble être avec des trous, assez éparpillés. Et dans cette chronologie-là, on a aussi quelques figures qui apparaissent, qu'on connaît tous ou qu'une partie des gens connaissent de plus en plus. Alors désormais Harriet Tubman est connue à cause du biopic. On a parfois Frederick Douglass qui était donc un abolitionniste, ancien esclave abolitionniste. Puis après on saute encore bien plus tard dans le temps, on arrive aux droits civiques, Martin Luther King, Malcolm X, et puis après Obama, et puis après pas grand-chose d'autre depuis. Bon. Et donc dans les conversations que j'ai pu avoir et dans les représentations que j'ai pu entendre parfois, on revient à ça. À ce découpage-là, qui sont effectivement des grandes tendances et des grands moments, mais qui oblitèrent d'autres personnages, d'autres voix et d'autres peut-être manières de raconter cette histoire. Alors, pourquoi ça me pose question et pourquoi je pense que c'est un débat nécessaire que là je développe à partir de l'histoire africaine-américaine, mais je pense qu'on peut la questionner à partir d'autres points, par exemple l'histoire des femmes. Là, en l'occurrence, ce sont des récits de l'histoire américaine appliqués aux Africains américains. C'est-à-dire que leur existence politique et parfois sociale est associée au moment où ils deviennent un problème, une question, quelque chose qui oblige la structure politique existante à bouger un petit peu. Et donc, on parle souvent du slogan et du concept, même ici en France, d'intégration. Donc c'est souvent les moments où ils essaient supposément de s'intégrer, mais s'intégrer à un système qui ne les a jamais pensés comme possiblement intégrables. Et donc,
ça me pose question de revoir apparaître ce discours-là et ces narrations-là, même en ayant les meilleures intentions du monde. C'est pas forcément avec une envie de figer les choses, mais il y a un vrai décalage entre ce discours qui réapparaît et qui fige les Africains-Américains dans une statue de minorité et de marge qui, à certains moments, va grappiller un peu d'espace dans la structure américaine, et l'histoire africaine-américaine que nous pouvons faire, nous, un nous très très large, depuis ces expériences-là. Parce que l'idée de toutes ces histoires-là et de toutes ces manières de faire, c'est de partir de la voix de ces gens-là et de construire autour de ça. Et donc, ce que j'appelle le mythe de l'inertie noire, c'est... Alors, pour revenir un peu en termes de sémantique, si je parle trop, vous me dites? Mais on a un peu de temps, je crois. D'accord. C'est une expression que j'ai déjà entendue sur le terrain aux États-Unis parmi les Africains-Américains, mais personne n'en donnait une définition. Et voilà, et en ayant ces discussions-là, cette notion-là m'est revenue en tête. Et donc j'ai un peu creusé, donc c'est work in process, donc si vous avez des idées ou des contradictions, allez-y. Bon. Et ça m'a obligé à revenir vers le dictionnaire, de manière assez simple, c'est qu'est-ce que veut dire l'inertie. Et je retrouve dans le petit Robert la définition qui dit que ça définit ce qui n'a ni activité ni mouvement propre, et qui donc a un mouvement sous l'impulsion d'une autre force. Et finalement, c'est un peu comme ça que l'histoire politique africaine-américaine est représentée. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a la discrimination, temps 1, l'esclavage, qu'ils réagissent et qu'ils engagent un combat. C'est parce qu'il y a la ségrégation ensuite, temps numéro 2, qu'ils s'engagent dans un combat contre cette forme particulière. Et on a aussi le même discours qui revient pour Black Lives Matter. C'est parce qu'il y a la violence policière que les gens réagissent. Et finalement, c'est toujours une représentation où ils n'auraient pas l'initiative d'eux. Ils n'auraient pas ce que j'appelle un agir politique d'après Étienne Tassin, qui est la personne qui a formulé cette idée-là. C'est-à-dire qu'il faudrait toujours une force tierce, qui peut être une force négative, en l'occurrence la discrimination, pour qu'il se passe quelque chose et pour qu'il y ait mouvement. Et donc, cette idée-là n'est pas spécifiquement liée aux Africains-Américains, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de minorités, beaucoup de groupes, où qu'ils soient, mais ça pose un certain nombre de questions sur notre manière de raconter les vies et produire un récit. Et j'ai 2-3 points à évoquer concernant cette forme d'inertie. L'une des choses, c'est que c'est définir aussi ces corps noirs, ces personnes, comme des individus sans quelque chose, auxquels il manque quelque chose et qui essaient de compenser. Il leur manque des droits identiques aux autres Américains, donc ils vont essayer d'obtenir ces droits pour être au même niveau que les autres. Mais initialement, ils sont en dessous. Et il y a aussi dans l'inertie, paradoxalement, il y a une forme de répétition, c'est-à-dire que vous êtes, ce qui est en un sens vrai socialement, la répétition des mêmes préjugés racistes qui sont transmis ou auxquels sont confrontées différentes générations et différentes formes, par exemple, d'arrestation. Un père, un grand-père ont été arrêtés les uns après les autres. Ils ont tous cette expérience-là. C'est aussi une manière de figer les gens dans un statut. Et de étudier la chose est une chose, pour me répéter, mais comment on le fait ? Est-ce qu'on le fait à travers l'institution police, ce qui est une possibilité, mais à quel moment la voix de ces gens-là entre en jeu, pas simplement en réponse au fait d'avoir été menotté, arrêté, mais comment ils pensent l'événement, comment ils pensent la répétition de ces événements-là d'un père, un fils, un petit-fils. Parce que c'est le cas. En l'occurrence, il y a une véritable parole qui existe en la matière. Bon. Et donc, je vais accélérer un peu. Et donc, cette question-là est réapparue aussi dans des discussions que j'ai pu avoir avec certains artistes et en regardant le travail de Dred Scott avec lequel j'ai un peu discuté.
pour former une histoire, alors toujours en lien avec le travail de Michelle Wright, ce qu'elle appelle, et ce que je partage aussi, une histoire épiphénoménale. C'est-à-dire une histoire qui comprend plusieurs voies, plusieurs angles d'approche. Par exemple, elle qui travaille notamment sur les gender studies, mais du point de vue africain-américain, et notamment aussi queer. Qu'est-ce que ça veut dire? De raconter l'histoire de l'esclavage à travers la figure d'une femme noire, qui ne serait pas Harriet Tubman. Il y avait peut-être des queers dans le nombre. Donc qu'est-ce que ça veut dire de raconter cette histoire-là en mettant les hommes un peu de côté, mais en racontant son point de vue, son ressenti. Et donc, cette manière de faire, c'est aussi quelque chose que les artistes font depuis très longtemps, mais qu'ils font... Alors j'ai l'impression que des fois, les artistes sont un peu plus en avance par rapport à nous, c'est-à-dire qu'en fait, ils sentent l'air du temps et réagissent plus vite que nous. Ils le font depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'ils produisent des récits à plusieurs voix pour montrer que les Africains-Américains ont un agir politique, qu'ils ne sont pas simplement en réponse à un événement, en réponse à une oppression. Du coup, je vous donne trois manières que j'ai pu observer trois manières de faire que j'ai pu observer dans le travail de Dred. L'une des manières qu'il utilise, c'est retourner en fait le stigmate. Et là, je vous montre juste ça. Ouais, ça marche. Alors, vous irez regarder les images que j'ai prises viennent de son site internet, donc tout droit réservé à Dred Scott. Et donc, il y a des explications aussi sur son travail. Donc, il est très, très efficace dans l'explication de son travail. Là, c'est donc un panneau publicitaire qu'il a placé à New York au-dessus d'une sortie de métro. Et donc, vous pouvez lire la phrase inversée qui est entendue par les policiers quand un homme noir est dans la rue. 911, there's a white man running down the street. C'est ce qui est arrivé quand Ahmaud Arbery s'est fait tirer dessus parce qu'en l'occurrence, il faisait son jogging dans son quartier. Voilà, il y a un certain nombre de cas comme ça. Et donc, l'idée, c'était de faire réagir les passants à cette inversion du stigmate. Donc ça, c'est une manière possible de faire. Une autre manière, c'est de produire un contre-récit, ce qui, à mon sens, peut poser problème, c'est-à-dire que avoir un récit noir sur un même événement, donc on change le point de vue, mais comme le contre-récit dit, c'est en opposition à, et du coup on revient un peu à la même chose. Une autre manière de faire, c'est aussi d'essayer de combler les creux de la mémoire, c'est-à-dire parler d'événements qui n'ont pas été évoqués, qui ont été oubliés, mis de côté, et raconter comment ces événements auraient pu changer le destin des États-Unis notamment. Alors j'évoque brièvement, je vais peut-être en parler après, mais je vais essayer d'être sage et courte. C'est bon? Parfait. C'est sûr qu'on est deux, il y a 2 heures. Il a organisé... Alors regardez aussi sur son site internet, il y a aussi un documentaire du journal britannique The Guardian sur cet événement-là. Donc comme je vous montre la photo, je vais quand même vous expliquer parce que le teasing c'est drôle uniquement en publicité. C'est en fait, donc il fait des performances parfois seul et parfois avec des gens. Là en l'occurrence, on se trouve en Louisiane et il a découvert l'histoire d'une révolte d'esclaves menée par un petit groupe de personnes qui auraient donc organisé une marche pour arriver à la Nouvelle-Orléans pour protester contre leurs conditions d'esclaves, mais surtout pour mettre fin à ce système à l'endroit où ils étaient. Et donc ils espéraient véritablement gagner leur liberté, mais pas par les institutions, mais spécifiquement en prenant leur liberté. Et donc Dred décide en fait de refaire cette marche avec des figurants qui sont des gens du coin, et pour certains, alors potentiellement des descendants d'eux, mais c'est potentiellement, et donc de leur expliquer aussi quelle est cette histoire, de discuter avec eux sur quel aurait pu être l'impact de ce moment. Alors, dans le documentaire sur le site du Guardian, il explique, donc c'est une question ouverte qu'il pose, même s'il y a une conviction de sa part derrière, et si ça avait fonctionné. Et si ces esclaves avaient réussi à
prendre le pouvoir et mettre fin à l'esclavage dans leur espace, dans l'espace où ils se trouvaient, et donc à contaminer en fait le reste du pays pour y mettre fin. Et donc c'est aussi une réflexion pour les gens qui sont là, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, quel type d'héritage ils portent, comment ils s'approprient cet héritage aussi par la performance, et comment aussi il y a une interaction avec les gens qui sont autour, qui les voient passer. Alors vous regarderez, il y a un certain nombre de réactions de gens surpris, parfois contents parce qu'ils sont africains-américains et pas forcément dans une condition sociale très favorable, donc ça leur donne un élan. Il y a aussi des gens blancs, pour certains qui comprennent de quoi il s'agit, que c'est une performance. Et puis à un moment donné, il y a un monsieur qui a l'air très pauvre en l'occurrence et qui ne sait pas trop à quoi ça correspond, qui aurait besoin d'une explication. Puis il y en a un autre qui clairement ne voit pas en quoi, qui explique que les Noirs ont désormais tous ce dont ils ont besoin et qu'il ne comprend pas trop. Bon. Mais l'intérêt, c'est que là, on ne parle pas de répondre à la discrimination. C'est comment ces esclaves, ont décidé de changer l'histoire de ce pays dans lequel ils étaient enchaînés. Et donc ça, c'est aussi une manière de renarrer les histoires et de repenser des récits qui semblent établis et assez institutionnels pour créer de l'espace pour ces voix-là. Et tout en leur gardant leur capacité à agir. Parce qu'en l'occurrence, les sources sont là, il suffit généralement de les retrouver. Ai-je besoin de vous dire qui est Dred Scott? Ou pas vraiment? Si? J'aurais peut-être dû commencer par ça. Donc, c'est un artiste contemporain. Je n'ai pas de photo de Dred pour aujourd'hui. Un artiste contemporain, il est né en 68. Il fait donc des installations, des performances, des vidéos et des reenactments, comme ça, donc rejouer une scène historique avec des participants contemporains. Il travaille depuis plus d'une trentaine d'années, beaucoup sur le racisme systémique aux États-Unis, sur les mécanismes de la violence, et toujours depuis l'expérience africaine-américaine. Donc, c'est vraiment son orientation. Il a une critique assez féroce du capitalisme américain, notamment. Et il s'est fait connaître sous la présidence de George Bush Jr. Par une installation qui était au Whitney Museum, qui était, je ne me souviens plus totalement du titre, vous retrouverez, vous m'excusez, qui était une installation où il y avait un drapeau américain sur le sol. Et pour pouvoir accéder devant le drapeau américain, il y avait un pupitre sur lequel était ouvert un livre avec des photographies, deux photographies de la guerre du Vietnam. Donc l'une d'elles était une photographie des cercueils des soldats américains revenant du Vietnam, et l'autre photographie était une photographie de Vietnamiens avec manifestant au Vietnam avec la pancarte Yankees Go Home. Et pour pouvoir voir l'image, il fallait marcher sur le drapeau. Et comme vous le savez peut-être, marcher ou avoir une atteinte quelconque au drapeau américain est une offense. Enfin, je pense que c'est une offense dans pas mal de pays, mais dans ce pays-là particulièrement. Bon. Et donc le président des États-Unis de l'époque a mentionné cette œuvre comme une sorte de blasphème. Et le Sénat américain a même voté un mini-décret disant qu'il fallait, en bref, interdire ce genre de forme artistique. Bon. Donc les Américains ont un peu découvert du coup Dred Scott à ce moment-là, mais il fait beaucoup d'autres choses. Et beaucoup des choses sur lesquelles il travaille engagent la narration et le travail sur l'archive. Par ailleurs, il fait un travail avec Jenny Pollack, qui est aussi une artiste, sur une comparaison entre la traite transatlantique et puis le sort des migrants africains aujourd'hui sur les côtes européennes. Et donc il y a un travail sur qu'est-ce que ça veut dire, quel parallèle on peut avoir sur le traitement des corps noirs, notamment. Alors il n'y a pas que des noirs, des personnes noires qui migrent, ça c'est sûr, mais lui c'est son angle d'approche. Et quelle représentation on a de ces corps qui arrivent sur nos plages. Donc voilà, regardez comme extension. Bon. Donc, Dred Scott et d'autres artistes regardent en fait effectivement comment
donner la parole à ces personnes sans reproduire cette hiérarchie ou cette lecture verticale de l'histoire. Et je vous propose deux choses que j'ai pu noter, alors pas seulement chez lui, mais c'est aussi chez deux autres artistes qu'on pourra mettre en débat voilà, ensuite. En pensant à la discussion qu'on allait avoir avec Franck, je me suis demandé comment préciser les modalités de la performance de ces artistes à travers le corps. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'engager un corps noir dans une performance? Et qu'est-ce que veut dire ou veulent dire les performativités noires? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Tout en réfléchissant aussi à la différence entre performativité et performance. Selon les auteurs, c'est pas exactement la même chose, donc bon. Et l'une des premières choses qui revient nécessairement, c'est la peau. La première chose qui est la cause de la discrimination, c'est la peau. Et la première chose que les artistes retournent, c'est la signification de la peau. Mais on a dans la peau la couleur, forcément, mais on a aussi la peau comme texture, comme matériau, parce qu'elle a été matériau pour imprimer une domination, par les fers, par les... oui, en habillement les gens. Mais elle est aussi, et c'est là qu'ils retournent les uns et les autres, l'usage et la représentation de la peau, elle était aussi dans les civilisations africaines dont venaient ces esclaves, le terrain de parure, d'esthétisation. On a, alors vous avez peut-être en tête, j'espère, parce que je n'ai pas d'image aujourd'hui, des images de corps scarifiés, par exemple. Les scarifications étaient et sont des pratiques qui existent chez certains peuples africains, qui marquent aussi votre statut social, qui marquent en fait votre généalogie parfois, puisque vous vous inscrivez dans un lignage. Et donc la peau est aussi une parure. Les tatouages sont aussi une parure pour récupérer en fait une sorte d'humanité du corps. Et donc regardez aussi, je n'ai pas aussi amené les images, je ne voulais pas vous en présenter trop. Il y a un certain nombre de gravures qui représentent des esclaves, notamment au XVIIIe, au XIXe siècle aux États-Unis. Moi qui m'intéresse à la beauté noire, je me suis intéressée à ces images parce que, par exemple, ils se représentent avec des coiffures qui sont des coiffures des endroits d'où ils viennent. Donc des découpes, des morceaux rasés, des tresses, enfin c'est extrêmement complexe. Mais c'était une manière pour certains esclaves arrivés en Amérique de garder quelque chose et aussi de protester. Donc ils décidaient d'occuper l'espace public de cette manière-là aussi. Et les scarifications en font partie aussi. Donc c'est aussi une manière d'agir de manière politique à cette époque-là, sur comment je n'ai rien d'autre que mon corps, et mon corps est chosifié par une autre personne qui décide de lui faire les marques qu'il ou elle décide d'y imprimer pour imprimer son pouvoir. Je vais utiliser ce que j'ai, ce qui me reste, pour renverser la vapeur et m'affirmer en tant que personne et affirmer mon existence. Bon. Et c'est quelque chose qui... Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes à travers l'histoire qui ont fait ça, travaillé là-dessus. Je pensais à un artiste qui n'est pas africain-américain, qui est français, que je devais rencontrer, mais ça ne s'est pas fait, qui a fait... ça ne se voit pas trop à la diapo. Bon. Ça s'appelle La peau vive de Frédéric Noziciel. C'est une installation avec des images de corps pris de manière très très près par une caméra. Et il y a tout un commentaire derrière sur comment redonner vie à cette peau, comment lui redonner des pulsations, un mouvement, et il parle de plasticité, et en un sens c'est pertinent, puisque je vous rappelle que Frantz Fanon parlait du fait d'avoir une coque calcifiée quand on était esclave ou quand on était noir, c'est-à-dire la représentation qu'on vous colle en tant que noir, à quoi ressemble un noir, en fait vous essayez de vous en séparer parce que ça n'est pas vous, en fait. Mais elle vous colle à la peau parce que l'extérieur, la société, vous l'a imposé. Bon. Et donc là, c'est le renversement aussi de ça, c'est comment on retrouve l'individu en dessous, comment on fait craquer cette coque
par le mouvement, il y a des moments où certains performeurs dansent aussi, donc ils retrouvent effectivement cette fluidité qui est en fait la vie. Et donc ça, c'est aussi un moyen par la performance assez minimale, de récupérer une forme d'agir politique, de se dire soi, d'affirmer son existence, sans forcément aller très très loin, mais en essayant de dire, voilà, cet espace que vous avez contraint à une identification qui est essentialisée, qui n'est pas moi, qui n'est pas nous, je vais la faire craquer. Une autre manière de le faire, alors une artiste que j'aime beaucoup et une œuvre que j'aime aussi beaucoup, alors elle est ancienne mais elle est toujours très pertinente, c'est une œuvre de Ingrid Mwangi, que vous connaissez peut-être également, qui est une artiste kenyane-allemande qui qui fait beaucoup de choses sur les relations entre Afrique et Europe depuis la période coloniale, et elle s'interroge beaucoup sur ce qu'il en reste, et ce qu'il en reste chez elle notamment. Et donc ça, c'est un diptyque. Donc là, c'est la première image où elle se présente donc nue, et donc son abdomen sert de tableau, d'espace à travailler. Et donc là, vous voyez en fait que la carte de l'Afrique est donc découpée sur son abdomen, ou du moins on lui a peint le reste du corps. Et vous voyez l'inscription Bright Dark Continent, qui est un renversement en fait de l'appellation de George Friedrich Hegel, que vous connaissez peut-être, qui expliquait que l'Afrique au XIXe siècle était le continent noir, d'où aussi l'appellation que nous avons gardée malgré nous. Alors dans son esprit à l'époque, c'est noir dans tous les sens du terme. Noir parce que la majorité des gens sont noirs, mais noir aussi parce que profondeur, mystère, sauvagerie, enfin voilà, 19e siècle. Bon. Et donc là, c'est aussi une manière de retourner la chose et d'interroger les représentations associées au continent et comment le corps et le continent ont été conjointement essentialisés. C'est-à-dire qu'on a effectivement essentialisé le continent, mais on a fait le même processus est arrivé pour le corps lui-même. Et donc, elle renverse aussi la chose dans la deuxième image, puisqu'elle est allemande. Donc là, la partie foncée et qui est donc peinte sur son corps est la carte de l'Allemagne, et c'est indiqué Burn Out Country, donc un pays qui fonce et qui brûle. Et là, c'est la symbolique de l'arrivée en fait de cette Afrique qui se mélange à l'image d'elle-même et qui devient tout autre chose et qui peut effectivement faire peur aux gens du coin. Mais elle dit, voilà ce qui est le présent, voilà comment je retourne les choses. Et je trouve ça très très efficace dans la mesure où il n'y a rien d'autre. Ça n'est que ça n'est que son corps, ça n'est que la peau, la coloration de la peau, avec des images que nous arrivons tous à comprendre. Et tout ce travail sur la peau, en fait, me fait penser aussi au travail de Saidiya Hartman, peut-être qu'on parlera après de ça. Non, mais ok. je l'avais noté par rapport à ce que tu venais de dire. D'accord. Qui a travaillé sur justement flesh, donc la chair. Qu'est-ce que ça veut dire et comment les Africains américains ou les esclaves sont transformés en chair. Bon, je te laisserai dire après comme ça on verra comment on croise les choses. C'est une question pour Cédia. Ah bon, d'accord. Et donc, le deuxième point en fait auquel je pensais sur comment font-ils pour exprimer un agir poétique, c'est ce que j'ai appelé, dans une vilaine traduction aussi, parce que j'aurais dû préciser, mais j'ai pensé la chose en anglais, et donc du coup la traduction française est toujours un peu aléatoire, c'est comment ils déploient les corps dans l'espace public. Ça veut dire, aux États-Unis, même maintenant, et maintenant tout le monde le sait, même ici, être un corps noir circulant dans un espace public, ça pose toujours question. Surtout quand on est un homme. Et donc, ce ne sont pas des endroits que ces corps-là saisissent. Ce sont des endroits où souvent ils sont invisibles, sauf dans certains quartiers pluriculturels ou dans des villes comme New York où il y a une densité de gens différents ou de cultures et d'apparences multiples.
Mais par exemple, pour vous donner un terrain que moi je connais, puisqu'on en parlait tout à l'heure, moi j'ai vécu dans le Midwest, dans le Minnesota, la majorité des gens sont plutôt des descendants de migrants d'Europe du Nord, toujours. Donc dans ces espaces-là, être noir, on est quand même remarquable. Et être remarquable dans un espace, même si c'est une chose que les gens peuvent connaître aussi ici, ça veut dire quelque chose dans votre manière d'être. Qu'est-ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller, comment je peux me comporter, comment ça va être interprété. Bon. Et donc, comment les artistes occupent cet espace et saisissent cet espace? Alors, je vous donne un exemple du travail de Dred Scott. Il y a quelques années, j'ai pas mis l'image non plus. Il a fait une performance devant Wall Street, donc le bâtiment symbolique de la bourse new-yorkaise, où la performance s'appelait Dollar for Sale, if I remember well, I'm not sure. Et il avait un seau dans lequel il avait des dollars, et il brûlait les dollars, et il proposait aux gens qui étaient dans la rue de brûler un billet également, ce qui est illégal. Comme en France, on n'a pas le droit de brûler la monnaie nationale. Et en fait, cette prise de l'espace n'a pas lieu tant que ça avec le fait d'avoir un corps qui bouge, mais avec sa voix, en fait. Et donc, c'est par la voix qu'il occupe cet espace, qui est une toute petite rue. Hein. Si vous avez déjà vu Wall Street, c'est vraiment très, très étroit. Et donc, sa voix remplit l'espace. Ce qui fait que les gens qui sont là, alors qu'ils sont des traders qui prennent leur déjeuner, parce que c'est la pause, sont obligés en un sens de l'écouter, de regarder, et pas simplement parce qu'il parle de capitalisme, ça c'est la grosse raison, mais aussi parce qu'il est un homme noir dans un espace où il y en a très très peu. Et qui du coup les apostrophe sur une double question, c'est l'effet du capitalisme sur l'économie mondiale et sur les gens, et qu'est-ce que veut dire être un homme noir dans un espace comme ça où il n'y en a pas, où il y en a très peu. Bon. Et donc ça, c'est une manière aussi qu'ont certains artistes, alors pas que les Africains-Américains, mais c'est mon propos aujourd'hui, d'occuper l'espace et de saisir cet espace où ils ne sont pas attendus. Une autre chose qui n'est pas liée à Dred, c'est un projet sur lequel je travaille et que je vais développer un peu à l'avenir. C'est sur un festival de danse qui s'appelait Dance Mobile, qui a duré entre 1967 et 1985 à New York, qui était donc une scène itinérante de danse contemporaine, initialement africaine-américaine et puis ensuite afro, c'est-à-dire que ça a inclus des chorégraphes africains, caribéens, invités, participant à la construction de ce moment et de cet espace. Et donc cette scène itinérante s'installait dans des intersections, dans des parcs, dans des lieux en fait qui ne sont pas des lieux de spectacle. Alors c'est à la fois une volonté politique de la ville de New York de donner accès à ce genre d'art contemporain à des publics qui n'ont pas accès, mais c'était aussi pour les artistes, parce qu'il l'expliquait également, une manière d'entrer dans la vie des gens et justement d'être là où on ne les attendait pas. Et donc à la fois par la scène elle-même qu'on monte, mais à la fois aussi par le mouvement et par le type de danse proposée, qui était de la danse contemporaine très expérimentale, parce qu'en fait, il leur proposait des choses qu'ils étaient en train de construire. Et donc le geste lui-même, la danse elle-même, devenait un moyen en fait d'occuper cet espace-là, avec uniquement des danseurs noirs et uniquement des chorégraphes noirs. Bon, j'avais un autre truc, mais on en parlera avec Franck après. Tac, tac, tac. Je vais juste conclure avec une lecture que je vous recommande parce que ça suppose discussion. Alors, le mois dernier a été publiée une traduction d'un ouvrage qui a été écrit par Eve Tuck, donc Eve Tuck, et alors le monsieur s'appelle Kay Wayne, comme John Wayne, Young. Et ils ont écrit en 2012 « La décolonisation n'est pas une métaphore ». Et donc l'ouvrage vient d'être traduit en français par les éditions Rodbeau Creek, que je vous recommande de manière générale parce que c'est de la pensée critique. Et donc, donc la dame en question est universitaire et membre d'un peuple autochtone, et le monsieur est chinois-américain, activiste en Californie, si je ne me trompe pas.
et donc travaille voilà, avec les gens dans des quartiers voilà, spécifiquement. Et donc ils ont une vraie question sur que veut dire décoloniser. Alors elle parle du point de vue autochtone en expliquant que tous les autres, ce qui est vrai, populations qui vivent aux États-Unis sont des gens qui ont migré et que les seules personnes à qui revient la terre sont les peuples autochtones, mais finalement sont les derniers servis, voire pas servis du tout. Et donc ce qu'ils disent, c'est que dans les récits qu'on fait des histoires de minorités, notamment les Africains-Américains par exemple, on axe tout sur la justice sociale. Ils cherchent à obtenir des droits égaux par rapport aux autres citoyens, mais qu'en même temps, on ne pose pas la question de la constitution des savoirs. Comment on produit ces connaissances sur cette quête de justice sociale et comment, en fait, finalement, c'est un autre combat qui est lié, mais qu'il faudrait, en fait, peut-être tenir ensemble. Alors, ils ont un propos bien plus radical que ce que je viens de vous dire, donc allez regarder, mais ça pose voilà, la question pour nous de la construction du récit, la narration, comment on produit les uns et les autres ces narrations, d'où on parle, en étant conscient d'où on parle, comment on est aussi, si on fait un terrain sociologique, comment on est vu par les gens en face, parce que c'est à nous qu'ils parlent, pas une autre personne, et qu'est-ce que ça veut dire dans le type de dialogue que vous avez, et que donc, comment, en un sens décoloniser sans être, alors je ne suis pas décoloniale, mais je comprends certaines orientations, comment s'extraire de ce genre de narration qui reviennent souvent. Et donc ça rejoint en fait ce que je vous disais au début, comment faire pour avoir ce récit épiphénoménal dans lequel une partie d'entre nous est engagée, tout en sachant que de l'autre côté, il y a toujours cette réitération constante de ce récit classique dans lequel on remet chacun dans une case et dans une boîte pour que le récit finalement ne change pas tant que ça. Et oui, enfin voilà, il n'y a pas un mode d'action, il n'y a pas une agence, on ne parle pas de gens, on parle d'un récit. Et les gens, finalement, même si on fait de l'histoire, c'est de ça qu'on parle. Et c'est à eux qu'on parle. Donc finalement, c'est un peu voilà l'objectif. Voilà, je vais me taire. Franck, ça va être à toi. Merci. Continuer, c'était intéressant. Bon, bah on discute après, Franck, je te laisse la place. J'ai une question. Merci beaucoup. Mais je propose on passe directement à Franck, que je vais présenter rapidement, à moins qu'il y ait une question brûlante. Et dans ce cas, on pourra faire peut-être l'échange après, ce qui me paraît le plus logique. Mais si quelqu'un a vraiment une question à poser à Sarah maintenant, peut-être qu'on peut prendre le temps. Sinon, on passe directement à la deuxième intervention. Oui, très bien. Je fais juste la présentation aussi pour la retransmission après. Et pour vous dire quelques mots sur le parcours de France Freitas Écuyer, notre deuxième intervenant. Il est chercheur en sciences politiques au Centre de recherche sociologique et politique de Paris, le CRESPA. Spécialiste en études culturelles, postcoloniales et en théorie marxiste, ses recherches portent sur la formation d'identité raciale, en particulier noire, en contexte d'hégémonie capitaliste. Il a soutenu sa thèse en 2021 à l'université Paris 8. Sa thèse intitulée Corps Black, généalogie d'une production et d'une valorisation marchande du corps noir sous l'industrialisation capitaliste. Thèse sous la direction de Jane Friedman. Il a aussi co-dirigé plusieurs ouvrages, dont le dernier paru est l'ouvrage collectif Penser avec Stuart Hall, aux éditions La Dispute. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Vous l'avez complétée, donc merci. Et merci aussi pour cette invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir à t'écouter. Sarah également, j'aurai des questions, donc je suis assez pressé de venir à la discussion. Bon, moi, désolé, j'ai pas mis de titre, mais l'idée c'est que je revienne un peu sur la genèse de ma recherche. Alors moi, j'ai vraiment travaillé sur la valorisation marchande du corps noir et de l'altérité noire. Cette thèse-là,
elle s'est nourrie un peu de mon expérience, de ma biographie. Quand je dis expérience ou biographie, c'est comment je me suis construit comme homme noir en France. Et en l'occurrence, je me suis construit comme homme noir en France avec des représentations des clips de rap que je voyais sur MTV, mais également à travers les vêtements que je portais, à travers aussi le regard que pouvaient porter des amis sur moi et moi sur eux. Et dans tout cet ensemble-là, donc en gros les représentations que je voyais à la télé, que j'essayais de reproduire à travers les vêtements que je portais, et j'allais par exemple à Châtelet le samedi pour pouvoir, pas forcément acheter parce que j'avais pas les moyens, mais en l'occurrence, j'aimais bien aller dans ces endroits pour rêver d'être à l'image des clips de rap que je regardais. Mais au fait, dans toutes ces représentations, il y a quelque chose qui venait vachement, qui était très redondant, c'était le corps. Je voyais vraiment des corps et j'ai l'impression qu'on était c'est-à-dire les noirs, les hommes noirs en particulier, dans ma perspective, étaient définis par le corps, ce qui à l'époque n'était pas du tout un problème. Mais ça me posait quand même question le fait que c'est fou quand même parce qu'on est réduit à des corps, ce qui me paraissait un peu bizarre. L'autre chose qui me aussi posait problème, c'est dans mes relations avec des potes, etc. Nos rêves, en quelque sorte, était soit d'être sportif ou d'être artiste. Donc, toujours ce côté, comment notre corps peut nous aider à nous élever socialement. Donc, c'était vraiment un peu avec cette volonté de répondre à cette question quasi existentielle, enfin non, carrément existentielle, que j'ai voulu faire une thèse et que j'ai voulu répondre à cette question. Pourquoi le corps est si central dans la fabrique des masculinités noires. Je dis masculinité noire parce que, bon, pour les femmes, c'est vrai qu'il y a cette évidence que le sexisme réduit les femmes à un décor. Et du coup, bon, je reviendrai là-dessus, hein, mais je me posais la question d'un point de vue d'un homme noir en France qui est réduit à un corps, mais également qui, même auprès de ses amis, on a tous intériorisé l'idée qu'on était des corps potentiellement, enfin, qui peuvent nous aider à nous élever socialement, soit par le sport, etc. Donc, c'était un peu avec ces questions-là que j'ai entamé la thèse. Quand je l'ai entamée, j'étais très enthousiaste parce que j'ai tout de suite voulu en parler avec mes amis autour de moi. Et ça a fait... j'ai une grosse déception parce que là où je voyais un problème, eux n'en voyaient pas. C'est-à-dire qu'ils me disaient, au fait, c'est quoi le problème? C'est plutôt bien le fait que on vive dans une société où économiquement on peut s'élever par le sport, la musique, et d'ailleurs... Souvent, on rêvait de devenir ça, pas chercheur ou autre, ou pompier, mais d'être le futur Michael Jordan à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on aurait dit Mbappé, mais un peu être les prochaines vedettes ou pas, mais en tout cas de faire quelque chose avec notre corps. Donc, là où mon enthousiasme a vite un peu été déçu, c'est que là où je voyais un problème autour de moi, quand j'ai autour de moi, je ne parle pas de la communauté des chercheuses ou des chercheurs, mais vraiment des amis proches, ils ne voyaient pas de problème. Du coup, j'écrivais un peu ma thèse pour eux, et là, du coup, la réception, la communication a été biaisée, en fait. Non, ça fonctionnait pas. Limite, j'étais un peu rabat-joie du coup, parce que je décevais aussi leurs espoirs, voire même qui voyaient chez leurs enfants d'ailleurs après. Donc au fait, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est un peu de cette frustration, c'est-à-dire de voir la valorisation marchande du corps noir comme un problème, là où d'autres au contraire le voient comme
un progrès. Et quand je dis voit comme un progrès, je parle de mes amis, mais d'un point de vue de Nike, d'un point de vue aussi de pas mal d'industries, enfin d'acteurs économiques, c'est un progrès. Et moi, justement, je voulais aller un peu à contre-courant de ce récit historique linéaire et voir en quoi, au fait, derrière ce côté, oui, mais c'est bien parce que ça apporte une reconnaissance qui, par ailleurs, peut être traduit en opportunité économique. Là où des personnes voyaient ça comme un progrès, moi, au fait, oui, je le voyais quand même un problème, mais je voulais vraiment expliquer ou comprendre comment, enfin pourquoi, là où je vois un problème, d'autres ne le voient pas, en fait. Donc, en gros, ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est un peu à la genèse, comment j'en suis venu à voir cette promotion, pardon, cette valorisation marchande du corps noir comme un problème. Et donc, moi, comment j'en suis venu à le voir comme un problème, bah, voilà, il y a pas mal d'années maintenant, mais j'ai eu de la chance d'avoir des cours d'études de genre et théorie féministe en 2003-2004. Ça peut être évident aujourd'hui, mais c'était assez nouveau en France d'avoir des cours là-dessus. Donc je commençais à découvrir des autrices comme Colette Guillaumin, Christine Delphi, Judith Butler, qui m'ont vachement nourri sur la manière de voir le corps dans un rapport de genre ou rapport social de sexe, si on réfléchit comme Delphi ou Guillaume. Enfin bref. Mais ce qui m'avait passionné dans les études de genre et les théories féministes, c'est ce travail de déconstruction des identités qui, jusqu'à avant, je pensais naturelles. J'étais noir, en tant que noir, ma place est dans tel rôle, etc. Or, avec les études de genre et féministes, nos identités hommes-femmes étaient subitement, pour moi, enfin subitement à l'époque, dénaturalisées, mais on me les présentait comme des constructions sociales. Donc j'étais vachement enthousiaste d'apprendre ça. Et limite, c'était à partir de ce moment-là où je me suis dit, je commence mes études, au fait. Toutes les années avant, mais j'ai rien retenu. Là, vraiment, je bossais je lisais des livres. J'ai commencé à lire des livres. Ça devenait un plaisir, en fait. Un plaisir parce que, pour la première fois, j'avais des études qui permettaient de me répondre à des questions que je pensais jusqu'à auparavant des questions en je et pas en nous. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une dimension politique. Et ça, c'était quelque chose qui me passionnait. Et les études féministes qui me passionnent, enfin les études de genre et les théories féministes qui me passionnaient particulièrement, c'est celles qui parlaient justement des techniques de domination qui peuvent être plus ou moins subtiles, par exemple autour de la beauté. Parler de la beauté jusqu'auparavant, je n'en avais jamais entendu parler. Enfin, je ne pensais pas que c'était un objet de recherche à part entière. Je parle encore en 2003-2004. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu plus évident, mais j'avais découvert des auteurs qui parlaient de la beauté, mais de la beauté comme aussi des techniques de domination produites en direction des femmes. Et ça me vraiment passionnait parce que ça présentait la domination, les techniques de domination, non pas uniquement à travers le biais de la coercition, d'une violence, mais également par le fait de garantir du plaisir aux uns ou aux autres. Dire à quelqu'un ou à une femme qu'elle est belle, c'est pas vu en soi comme une technique de domination, mais mine de rien, ça produit des choses, ça produit une pression sociale. Ce type de discours, voilà, produit des pressions sociales. Et moi, je trouvais ça vachement bien, enfin très pertinent. Et ça m'avait vraiment ouvert des nouvelles perspectives, enfin une autre manière de penser, en gros. Et
de ce que j'ai retenu, notamment dans ces études-là, c'était Colette Guillaumin. Les écrits de Colette Guillaumin, notamment Sexe, race et pratique du pouvoir. Avant l'idéologie raciste, j'avais découvert ce livre-là. Et ce que j'aimais chez Colette Guillaumin, c'est qu'elle cherche à comprendre les types de savoirs sur lesquels s'appuient des rapports de domination, comme le sexisme ou le racisme. Pour expliquer comment fonctionne en gros le sexisme et le racisme, elle parle de l'idéologie de la nature ou naturalisme. En gros, ces types de croyances qui permettent de naturaliser nos rôles sociaux et les conduites humaines par rapport à nos différences physiques. Et pour moi, ça, c'était un point important parce que j'ai longtemps pensé qu'en tant que noir, par exemple, je devais être bon en sport. Je sais que ça peut être naïf, mais pendant longtemps, j'ai pensé que les noirs avaient des compétences ou une supériorité dans certaines choses, en l'occurrence plutôt le sport, etc. Et j'étais d'autant plus content de les défendre, ces croyances-là, dans le sens où je m'accrochais à des croyances dans lesquelles, pour une fois, les personnes noires étaient valorisées. Donc c'était encore pour moi doublement attractif de m'accrocher à certains stéréotypes raciaux. Mais bon, collègue Guillaumin a un peu gâché tout ça, puisqu'elle nous explique comment fonctionnent en fait, ces types de stéréotypes et l'impasse de ces discours naturalisants, parce que ça nous réduit dans nos champs des possibles, et c'est une violence en fait. Et ce que j'aime bien, c'est ce que j'ai trouvé passionnant dans ce qu'elle a pu dire, c'est que les dominations qui s'exercent sur chacune et chacun d'entre nous n'est pas uniquement en termes de punition, mais aussi en termes de récompense. Par exemple, dans le livre que je viens de mentionner, elle parle de comment fonctionne la domination sexiste. Elle fonctionne en termes de punition. Par exemple, la classe des hommes, bon, je reprends un peu les formulations un peu de matérialisme, du féminisme matérialiste, mais la classe des hommes exerce des punitions sur les femmes, par exemple, à travers des termes comme tu manques d'intelligence, de logique, de conduite, tu te conduis par des instincts primaires. Voilà, c'est des formes de discours en négatif, mais elle relève également que ce discours en négatif n'a pas de sens s'il n'est pas, en guillemets, rééquilibré par des discours, par une forme de domination qui passe par des discours positifs. Et par un discours positif, elle parle de tu es physiquement attractif, tu excelles dans certaines activités, etc. En gros, elle présente la domination uniquement, non pas uniquement à travers un dressage négatif, mais à travers un dressage positif. Et au fait, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que l'ensemble de ces idées, elles ont un peu infusé dans mon cerveau, et je me suis posé la question, dans quelle mesure on ne peut pas faire une traduction par rapport à la race en termes de rapport social, au fait. Parce que, en l'occurrence, sur l'altérité noire, elle fonctionne, il y a certes des discours négatifs qui fabriquent abondamment d'ailleurs cette altérité noire, mais il y a aussi des discours dits positifs qui fonctionnent, qui façonnent cette altérité noire. Et ces discours positifs, c'est cette supériorité sportive, cette supériorité sexuelle, ce sens artistique, etc. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est en gros les études féministes ou les théories féministes m'ont donné une fenêtre ou un nouvel angle pour relire un peu les processus de racialisation. En l'occurrence, moi je me suis plutôt intéressé aux processus de racialisation qui fondent l'altérité noire. Bien sûr, bon,
ça peut être très critiquable parce que là, je donne l'impression que je fais une analogie entre le genre et la race. C'est pas ce que j'ai tenté de faire, mais ce que j'ai tenté de faire, c'est plutôt une sorte d'analogie contrôlée. Et quand j'ai une analogie contrôlée, c'est dans le sens où, me semble-t-il, quand j'ai lu Guillaumin, j'ai pu identifier des critères qui peuvent aussi se vérifier en termes de race. Elle parle plutôt de genre, enfin de rapports sociaux de sexe, mais en l'occurrence, de ce qu'elle dit sur les rapports sociaux de sexe, je pouvais trouver des traductions en termes de rapports sociaux de race. Et ces critères, qui pour moi peuvent être pensés de part et d'autre, c'est par exemple quand elle parle de la position de minoritaire-majoritaire. Ça, clairement, la même manière que, elle le dit d'ailleurs, la même manière que les femmes sont un groupe minoritaire dans cette société, combien même elles sont majoritaires quantitativement, mais qualitativement elles sont minoritaires. En termes de race, ça fonctionne facilement. L'autre chose qu'elle me parle, sur lequel elle met l'accent, c'est le corps, comme signifiant des femmes dans une société sexiste, c'est-à-dire que les femmes sont positivement et négativement ciblées à travers le corps. On le voit d'ailleurs, hein, il y a quelques années, quand on a rendu hommage désolé, à Simone de Beauvoir, VSD avait fait une si je ne me trompe pas, où on la voit nue et on voit ses fesses. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment une intellectuelle est aussi, n'échappe pas en gros à une perception de son être à travers le corps. Mais j'ai trouvé que le corps, de la même manière que ça fonctionne, enfin que le corps est un outil de domination, mais signifiant des personnes identifiées comme femmes, ça marche également pour les personnes identifiées comme noires de manière générale. Et il y a une autre chose qui m'intéressait également dans le texte de collègue Guillaumin, c'est le fait que comment le regard normatif, comment un regard normatif et structurant est exercé par le groupe majoritaire sur le groupe minoritaire. Et ça fonctionne aussi avec les altérités noires qui sont, comment dire, en quelque sorte enfermées dans certains répertoires d'images ou de représentations dans lesquelles ils doivent se conformer, plus ou moins. Ce que je viens de vous dire, c'était une piste de travail que j'ai jamais vraiment assumé là explicitement quand je présentais, etc., parce que ça me paraissait compliqué, j'étais pas non plus en confiance pour le dire comme ça. Jusqu'au moment où je tombe sur une archive qui m'a, d'ailleurs un peu en fin de thèse, mais une archive qui m'a marqué et qui me donnait un peu plus de confiance pour défendre ce que je pensais être juste un indice ou une piste, mais sans forcément que j'ai envie de creuser plus, quoi. Je la gardais de mon côté et je faisais un peu, effectivement, je m'inspirais vachement de tout ce que disaient les écrits féministes que je lisais. Je le traduisais en gros en termes raciaux pour faire mes analyses, mais jamais je disais un peu ma recette en quelque sorte, parce que je savais pas comment la justifier, tout simplement. Et je suis tombé sur une archive qui m'a marqué. Cette archive, c'est celle d'un discours prononcé par Robert Ezra Park, qui est un sociologue de la première école de sociologie de Chicago. Et je vais vous lire ce qu'il dit. C'est un petit passage. Qu'est-ce qu'il nous dit ? De par ses dispositions naturelles, le nègre n'est ni un intellectuel, ni un idéaliste comme le juif, ni une personnalité sombre et introspective comme l'habitant des Indes orientales, ni un pionnier et ni un rural comme l'anglo-saxon. Il est avant tout un artiste, appréciant la vie pour ce qu'elle est.
Ses compétences professionnelles se situent dans l'expression plutôt que dans l'action. Le nègre représente en quelque sorte la femme au milieu de toutes ces races. En anglais, ça donne, pour ce dernier point, « The Negro is the lady among the races ». Et dans ce passage, au fait, Ezra Park cherche à comprendre les raisons pour lesquelles les relations interraciales sont étroitement marquées par les préjugés raciaux. Pour le chercheur, ces préjugés ne sont rien d'autre qu'une réaction instinctive à la différence des tempéraments qui distinguaient les races. Et la phrase énigmatique qui ressort de son propos, c'est celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le nègre représente en quelque sorte la femme au milieu de toutes ces races. 2 ans après avoir déclaré cette phrase, Ezra Park revient sur ses propos. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le tempérament du nègre se caractérise par une manière d'être insouciante, aimable et avenante, portée sur l'externalité et la matérialité des choses, plutôt que sur les états subjectifs et les explorations introspectives, préférant l'expression à l'entreprise et à l'action. Par là, au fait, Ezra Park prétend analyser les préjugés, alors qu'en fait, ces derniers encadrent sa démarche scientifique. Je tiens à noter que ce qu'il dit là est censé être complaisant à l'égard de, entre guillemets, bien sûr, la race noire. Cette métaphore de la féminité, pour désigner l'altérité noire, reproduit en fait les mécanismes de la domination raciste. C'est ça un peu le paradoxe. Il se veut complaisant, hein. Il se présente pas comme raciste ou il assume pas une négrophobie quand il dit ça, mais au contraire, il pense ouvrir une autre manière de penser l'altérité noire au-delà de stigmates négatifs, je veux dire. Mais après, le paradoxe, c'est qu'il reprend effectivement toute la rhétorique de la domination raciste, à savoir le fait que, la suprématie blanche, quand même, c'est appuyé sur des dichotomies. Par exemple, homme, femme, hétéro, homosexuel, blanc, population non blanche. Et si l'on se focalise sur les catégorisations que je viens de vous dire, toutes celles qui s'opposent à la figure universelle de l'homme blanc hétérosexuel, elles sont reliées par un fil rouge sur lequel se rattachent des idées telles que la vulnérabilité, l'incapacité, l'inintelligence, mais aussi, et j'insiste dessus, l'émotion, la beauté, l'érotisation. C'est-à-dire que pour les femmes, les homosexuels, les populations non blanches, certes, la vulnérabilité, l'incapacité et l'inintelligence est associée, mais également l'émotion, la beauté, l'érotisation, etc. Et ces manières d'être prêtées à des groupes sociaux, en particulier, sont surtout des marqueurs associés aux femmes et fonctionnent comme des techniques de domination. L'ensemble de ces qualifications ayant pour visée de les rattacher à une activité limitée au corps en opposition à celle de l'esprit. La métaphore formulée par Ezra Park a par ailleurs été fortement critiquée par des intellectuels noirs. Je pense en particulier à Ralph Ellison, auteur du célèbre roman Homme invisible pour qui chantes-tu, qui écrira en 1944 « Imaginez les effets que de tels enseignements ont pu avoir sur les seuls étudiants nègres ». Quand il dit cela, Ralph Ellison, il faut avoir à l'esprit qu'il a en tête que quand même Ezra Park a été enseignant. Il a enseigné dans l'école de Booker T. Washington qui s'appelle Tuskegee Institute et qu'il a formé un bon nombre d'étudiants noirs à sa pensée. Il faut savoir que le Tuskegee Institute était une école de formation plutôt manuelle, etc., mais qui formait dans un contexte de ségrégation que des élèves noirs, en fait. Et Ezra Park était l'un des enseignants. Et c'était un enseignant blanc, je tiens à le rappeler, ce qui était quelque chose de très progressiste, d'ailleurs.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Ellison craignait que justement de tels savoirs, enseignés par un homme blanc, d'autant plus présenté non pas comme raciste mais comme progressiste, encouragerait toute une jeunesse noire à se concentrer sur un certain nombre d'activités limitées, au fait. C'est-à-dire tourner autour de leur qualité, de leur prétendue qualité émotionnelle, et comment les valoriser. Et cette influence-là, que craignait Ezra Park, que craignait Ellison, je veux dire, il a une bonne intuition de pointer les dangers de ce texte-là et de son influence, dans le sens où effectivement ce texte a eu une influence dans la pensée sociologique plus ou moins américaine. Par exemple, le livre de Gunnar Myrdal, assez connu, qui s'appelle American Dilemma, The Negro Problem and Modern Democracy. J'ai oublié de le dire, pardon. Gunnar Myrdal est un économiste et sociologue suédois, mais qui est parti aux États-Unis pour étudier les relations raciales. Mais il dit quelque chose d'assez intéressant qui marque l'empreinte d'Ezra Park sur la sociologie en général, En l'occurrence, Gunnar Myrdal, dans son livre, dit « Les Noirs doivent compenser leur déficience intellectuelle par une richesse émotionnelle ». Donc, sans dire le fait que The Negro is the lady among the races, il reprend quand même la marque de fabrique de Ezra Park. Et ce que j'essaye aussi de dire, c'est qu'au-delà du champ scientifique, cette idée que l'altérité noire, la masculinité noire peut être vue comme the lady among the race, ce nouveau discours, en quelque sorte, qui se veut une sorte d'alternative au discours négrophobe, qui se veut voire même valorisant, ou censé être valorisant, il se voit également dans il est devenu un répertoire ou un modèle de représentation, un mode de représentation de cette altérité noire, par exemple, comme on le voit dans cette photographie que je vais vous montrer, une photographie d'ESPN, où là on voit, j'imagine que c'est un athlète que je ne connais pas, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de chercher, qui est en robe de mariée, à côté d'un homme blanc qui est en l'occurrence la personne qui a l'air de demander pas la main, mais là ils ont l'air plutôt de se disputer. Mais ce que je voudrais que surtout vous reteniez, c'est que comment justement cette idée-là, cette métaphore de la féminité pour comprendre la masculinité noire est quelque chose qui a vraiment irrigué la société américaine, voire même au-delà d'ailleurs, parce que c'est pas que la société américaine. Par exemple, pour préparer cette présentation, j'ai cherché pour voir est-ce que c'est un discours anecdotique ou bien qui se propage aussi. Et j'ai trouvé au fait ce discours ou cette métaphore-là de la féminité pour désigner la masculinité noire, par exemple pour décrire Harry Roselmack. Je vais vous lire le texte. Je l'ai trouvé dans un titre de presse People, je cite. « Une tête rasée sur un corps sec et musclé, il est probablement l'un des journalistes les plus sexy de la télévision française. » Bon, alors là, on n'a certes pas directement ou explicitement cette métaphore de la féminité, mais en l'occurrence, c'est une grille de lecture pour penser cette masculinité noire. Où j'ai, là donc c'est en France, mais j'ai aussi trouvé une autre citation, celle-ci pour décrire Barack Obama. Elle vient d'un mensuel qui s'appelle le Washingtonian, qui est publié uniquement aux États-Unis dans la région de Washington. Et voici comment ils ont décrit Obama au moment de sa première élection. Il est beau, exhibant sa plastique sur papier glacé. La photographie du président américain à moitié nu,
conquérant comme pas permis, cachant ses yeux derrière des lunettes noires, sexy en diable. Alors là, c'est toujours pour la même mécanique. Certes, la métaphore de la féminité n'apparaît pas explicitement, mais on peut entrevoir, du moins, comment elle est une grille de lecture implicite pour penser ces masculinités noires. Et ces discours médiatiques nous rappellent au fait la thèse de Frantz Fanon, qui affirme dans Peau noire, masque blanc, que dans le regard colonial blanc, le nègre symbolise le biologique. Autrement dit, ces représentations sont conçues en vue de satisfaire un désir blanc sur l'altérité noire, qui n'est pas sans rappeler la manière dont la représentation des femmes, notamment dans l'économie visuelle, a été façonnée pour être en conformité avec un désir d'homme hétérosexuel. Ce type de discours invite à s'interroger sur ce qu'elle renseigne sur la compréhension du rapport entre les altérités noires et la blanchité, qui ne se présente pas comme une altérité dans le monde moderne. En résumé, se trouve une sorte de subordination raciale d'un terme par rapport à l'autre, et qui passe par une objectivation et une appropriation, non plus physique mais symbolique. J'aimerais ajouter que la survivance de la réification raciale n'a pas la même valeur selon que ce phénomène se situe au sein d'un système coercitif ou au sein d'un système organisé autour du libre arbitre et du consentement des individus. Imaginez la commercialisation du corps noir en NBA ne produit effectivement pas les mêmes réactions que la commercialisation durant l'esclavage ou même le système carcéral états-unien. Ce point est capital dans la mesure où, avec la question de l'adhésion, certaines formes de marchandisation du corps noir sont inaudibles pour certains, voire présentées comme un progrès, donc un non-sujet pour d'autres. Voilà, j'ai voulu finir. Désolé, j'ai été très long et un peu brouillon, mais c'est ce que je voulais dire. Merci à vous. Merci beaucoup à nos deux intervenantes. On va prendre peut-être quelques questions du public, s'il y en a. Sinon, on peut engager effectivement le dialogue entre vous, si vous voyez effectivement des points de connivence. J'imagine que oui, parce qu'on se connaît déjà un peu. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Allez-y, on est 3,5. Oui. Alors, je vous amène le micro parce que comme c'est capté, ce serait plus intéressant d'avoir votre question. Déjà, merci à vous deux pour ces deux communications. Je voulais avoir sur l'idée d'inertie noire. J'ai pas saisi, ça vient, si j'ai bien compris, ça vient du terrain. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dit aux États-Unis. Et je voulais savoir qui le dit et qu'est-ce qui est entendu derrière cette idée d'inertie noire. D'accord. Alors, j'ai mal dû le dire. Moi, je l'ai entendu. Alors, quand je dis terrain, c'est à la fois terrain pour aller voir les gens pour une enquête, mais terrain aussi quand je vais rencontrer mes collègues dans un milieu universitaire, parce que c'est quand même un terrain. Et donc là, c'est plutôt dans des discussions avec des collègues africains-américains travaillant en Black Studies ou Gender Studies, qui parlent de ça. Dans la rue, par exemple, quand je vais faire des enquêtes, les gens n'en savent rien. Ils sont capables de m'expliquer en fait ce que je viens de vous dire sur les différentes formes de contraintes du corps, sur la répétition, sur des choses comme ça, mais ils vont pas le conceptualiser parce que c'est pas non plus leur fonction. Donc ce terme-là est arrivé dans une discussion notamment avec Michelle Wright. Mais ce qui m'étonnait, c'était ça apparaît comme ça. Et en fait, comme si c'était clair en soi. Et en fait, ça n'est pas clair en soi. Il faut l'expliquer parce que ça a un véritable sens, selon moi. Donc en fait, c'est plutôt un terrain universitaire quand je travaille sur ces questions-là. Aussi parce que je fais parfois des terrains universitaires. Quand je faisais ma thèse, une partie de mon travail était des entretiens auprès d'universitaires. Je vous en prie. Bonsoir.
J'aurais une question. Tout à l'heure, vous avez mentionné le dualisme un peu décolonialité et décolonialisme sans vous l'expliciter. Est-ce que vous pourrez en dire plus, s'il vous plaît? Alors, vous avez 3h30. Bon, alors, vous savez que cette notion-là est très débattue et suscite beaucoup de critiques, de réponses parfois très énervées, pour le dire clairement. Bon. Donc pour reprendre, sans être spécialiste du sujet, parce que j'ai certains collègues qui le sont, le point de départ, c'est la décolonialité, c'est-à-dire des universitaires latino-américains, dont le plus visible est Walter Mignolo, qui explique en fait que, pour faire très très court et très très schématique, je vous invite à aller regarder ce qu'ils ont dit, mais que le point de départ, enfin que le moment de l'arrivée 1492 dans les Amériques est un point de basculement du monde et qu'il faut que la décolonisation n'a pas totalement eu lieu. Je fais vraiment très très rapide. N'a pas totalement eu lieu, qu'il y a des restes, des traces dans les sociétés contemporaines, des hiérarchies, des modes de domination et qu'il faut les déconstruire, les étudier et lutter contre dans une certaine mesure. Bon. Ce courant-là existe depuis au moins 25 ans dans les Amériques, haut et bas, enfin nord et sud, et est arrivé notamment en France, avec des auteurs propres français qui réfléchissent à partir du terrain, qu'est-ce qui reste des systèmes coloniaux, notamment par exemple dans les Outre-mer, puisque les Outre-mer étaient des colonies françaises. Qu'est-ce qu'il en reste, en quoi ça impacte les hiérarchies sociales, politiques, les représentations des populations sur place, qu'est-ce que ça veut dire, et puis aussi, mais ça s'existait aussi avec les courants post-coloniaux qui ont existé dans les années 90 notamment, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des gens, nous tous, pour une partie, qui avons des ancêtres qui venaient des anciennes colonies, qu'est-ce que ça veut dire, quel croisement, quelle friction, qu'est-ce qui reste de tout ça en fait, aussi dans les représentations de monsieur, madame, tout le monde dans l'espace. Bon. Donc, tous ces questionnements-là existent depuis plus de 30 ans. Et quand ont émergé ces questionnements-là sur la scène française et notamment universitaire, il y a eu une contre-attaque, en fait, qui a été portée par alors en l'occurrence, c'est pas une grande quantité de personnes, quelques chercheurs, quelques collègues, qui ont tout à fait le droit d'être contre, ce qui n'est pas le souci, qui ont parlé, eux, de décolonialisme comme de quelque chose, d'un courant, une sorte de lame de fond où on ne pourrait plus rien dire, et c'est là qu'apparaissent les termes comme woke, wokism, qui sont en fait un discours sur... on ne peut plus faire une critique de ces communautés-là, elles ont une sorte de place, il faut débouliner les statuts, ça n'est pas... Enfin voilà, il y a tout qui est un discours linéaire, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une narration linéaire progressive, qui est ça. Donc en fait, les gens qui ont tendance à être contre, c'est vraiment très schématique, donc je vous invite à lire plus, qui ont tendance à être contre parlent de décolonialisme, comme c'était une philosophie, une idéologie spécifique et qui envahirait les espaces universitaires notamment, dont par des gens comme nous et moi, ce qui suis en train de vous expliquer, et les gens qui sont de la décolonialité, parce que le mot initial c'est decoloniality en anglais et en espagnol je ne sais pas, parce que je ne parle pas espagnol, eh bien, qui disent il faut qu'on déconstruise les mécanismes des hiérarchies formées dans les temps coloniaux et qu'est-ce qu'il en reste, parce que ça ne disparaît pas totalement comme ça en fait. Après, il y a différents champs, par exemple il y a un champ sur l'esthétique et sur l'histoire de l'art notamment. Moi je connais la décolonialité par ça en fait, par exemple beaucoup d'artistes contemporains notamment africains se sont emparés de la question en disant qu'est-ce qui reste de ça et comment on devient justement, pour relier ce que je disais tout à l'heure, des acteurs de comment on reconstruit l'histoire depuis notre point de vue, depuis nos ancêtres. Je vous invite à regarder par exemple, alors il ne se dit pas décolonial, mais sa démarche pourrait être considérée comme telle. J'espère que je ne le froisserai pas s'il finit par voir cette image. Il s'appelle Sami Balogi, Sami avec 2 M, et en fait il fait tout un travail sur Balogi. Il fait tout un travail sur qu'est-ce qui reste de la colonisation en RDC, puisqu'il vient de ce coin-là, et il a retravaillé par exemple des archives de la mine, la Gécamine, de travailleurs qui sont alignés aux 3/4 dénudés ou dénudés totalement là. Donc voilà, c'est comment se réapproprier ces espaces-là, ces discours-là, et puis aussi réfléchir à qu'est-ce qui reste
autant de siècles de rapports d'inégalité, et finalement explorer ces formes de continuité. Alors après, vous avez des tendances plus ou moins radicales, aussi parce qu'il y a des milieux militants qui s'en sont emparés. Donc voilà. Lisez les deux aspects, les deux tendances pour vous faire votre opinion. Je sais que les tenants du décolonialisme ont créé un site internet où ils listent ce qui est produit de l'autre côté. Donc allez voir, vous ferez votre opinion. Vous avez partiellement la mienne, donc c'est un peu biaisé, mais voilà, allez regarder. J'avais dit Valogie. D'accord. Je savais pas quoi. Tu as raison. Oui. Merci beaucoup déjà pour votre intervention. Moi, j'avais une question pour vous, Monsieur Freitas-Ekwe. C'est que récemment, dans un de mes séminaires, j'ai été confrontée à une citation de Kant, je crois, qui parlait de l'Afrique comme étant le continent de l'enfance. Et je voulais savoir si, dans les écrits que vous avez pu lire, vous avez remarqué une sorte de lien entre, comment dire, les descriptions qui pouvaient se lier à j'arrive pas trop bien à formuler, mais les dominations de genre qui pouvaient s'appliquer aux femmes et qui se retrouvent du coup dans ce qui est appliqué aux personnes noires, et en même temps à la fois une sorte d'infantilisation ou des écrits qui pouvaient mentionner une infantilisation. Est-ce que vous avez pu être confronté à ça dans vos recherches? J'en ai pas trouvé, mais votre question me rappelle que effectivement, avec l'infantilisation, enfin les femmes en l'occurrence dans un discours sexiste ou dans l'idéologie sexiste sont infantilisées, donc c'est un discours en fait l'infantilisation qui fonctionne également effectivement avec, en l'occurrence avec les personnes noires ou sur la fabrication d'altérité noire. Après, ce qui est intéressant, c'est que l'enfant ou l'infantilisation, et c'est ça qui m'intéresse en fait dans cette féminisation de la race en quelque sorte, mais qui peut s'appliquer aussi dans une infantilisation de la race, c'est comment on va créer un discours qui ne se veut pas uniquement, enfin qui se veut tout autant réducteur, mais qui ne se veut pas être à proprement parler du racisme négatif en quelque sorte, ou négrophobe. Là, par exemple, l'infantilisation, par exemple, dans la négrophilie, qui a été en France au début du siècle et qui perdure aussi de manière plus sporadique peut-être, mais dans le discours négrophile, il y a tout un discours sur l'infantilisation, par exemple, à travers, par exemple, la manière dont les tirailleurs sénégalais pouvaient être vus comme des enfants immatures qu'il faut redresser. Enfin, il y a tout un discours effectivement colonial qui se base, oui, vous avez raison, je pense, sur l'infantilisation et aussi sur la féminisation en fait de l'altérité noire. Après, je l'ai pas trouvé à proprement parler parce que je pense que j'étais vachement fixé sur cette métaphore de la féminité pour désigner cette altérité noire, parce qu'elle permettait d'ouvrir plus de portes que l'infantilisation en soi. Du coup, comme ça, tout le monde aura posé une question. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos interventions. C'était vraiment passionnant. Je travaille pas du tout sur l'art africain. Je travaille sur des arts venus d'Afrique, mais je travaille sur l'art japonais, donc rien à voir. Mais j'étais très intéressée par l'œuvre Static Drift de Ingrid Mwangi que vous avez montré tout à l'heure. Et en fait, je me demandais, j'ai remarqué que c'était une carte sur la première partie du diptyque, donc c'était une carte de l'Afrique, donc du continent africain, versus une carte de l'Allemagne, donc le pays en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, cette individualité en Europe versus cette
cette unité, cette entité, enfin ces entités, j'ai dit par exemple l'art africain, enfin c'est révélateur aussi alors que j'évite de dire art asiatique. Je dis art japonais, je dis art chinois, je dis art est-asiatique à la limite. Mais du coup, je me demandais si c'était aussi quelque chose que l'artiste avait questionné ou si vous en saviez plus sur sa démarche, si vous pouviez aussi commenter là-dessus, peut-être. Alors, je suis pas sûre d'avoir toutes les cartes en main, mais de ce que j'avais lu, de ce que j'ai lu sur la composition de cette œuvre-là, effectivement, elle évoquait ce point-là, l'essentialisation du continent et le fait qu'on crée une unité artificielle. Et aussi une unité artificielle, en fait, je pensais ça il y a quelque temps. Je vous parle de mes pensées les plus profondes du moment. Comment on crée une unité et un lien entre des populations noires qui sont très très différentes. Et comment, alors ça fait partie aussi par exemple du découpage. Il y a une autre œuvre qui n'est pas d'Ingrid Nwangwi, mais qui est sur la partition de 1884. Bon, j'ai un trou. La partition de 1884. Bon, ça me reviendra plus tard, peut-être. Mais ce qu'elle dit, en fait, c'est on a créé, en fait, l'Afrique comme une unité. Et comme un bloc indissociable. Et effectivement, quand vous parlez quand les gens disent l'art asiatique ou l'Asie, une espèce de bloc aussi, tout aussi indéterminé, en fait. Ça représente ces ailleurs qui ne sont pas très faciles à identifier ici, et même vous posez la question aujourd'hui aux gens, quels sont les pays, citer différents pays d'Asie ou différents pays d'Afrique, les gens seront perdus, parce qu'ils vont vous dire l'Afrique. Et effectivement, la terminologie art africain pose problème. Elle pose oui. Je me souviens avoir eu quelques discussions avec certains artistes africains de différentes régions, disant moi je suis de tel pays, et je m'ancre dans ce pays-là, en plus, dans une culture qui est celle de la communauté à laquelle j'appartiens et qui donc un héritage spécifique dans cet espace-là. Donc, elle a eu une discussion là-dessus. Vous pouvez regarder son site internet parce qu'il est assez documenté. Elle a beaucoup travaillé avec son mari, qui s'appelle Hutter, dont j'oublie le prénom, H-U-T-E-R. Où il travaille justement cette question-là, notamment aussi par un voyage et une résidence en Afrique du Sud. Qu'est-ce que ça voulait dire de raconter l'histoire du continent depuis ce point-là? Mais je pense qu'il y a peut-être plus parce qu'elle a fait pas mal d'interventions publiques sur le sujet, parce que c'est une œuvre qui a beaucoup marqué, qui a eu un grand succès, donc il y a peut-être d'autres archives que je n'ai pas vues et que vous trouverez. Je vous en prie. Alors j'avais une question aussi, peut-être un peu large, qui peut être plutôt une piste de discussion pour vous si vous le souhaitez, mais ce n'est pas du tout une obligation bien sûr. J'avais remarqué que tous les deux vous aviez quelques points de rencontre, quelques sujets de recherche qui pouvaient résonner. Donc c'est une question qui s'adresse à tous les deux et dites-moi surtout si je me trompe, mais il me semble que vous aviez chacun, il y a plusieurs années, travaillé sur la question de la musique et la représentation de ces corps noirs dans le domaine de l'industrie musicale, mais dans des domaines différents, le rap plutôt pour Franck et la néo-soul, il me semble pour vous. Et je trouve que ça résonne bien avec les présentations que vous nous avez données et que c'est un exemple assez révélateur qui illustre bien, et je voulais savoir si vous vouliez peut-être nous en dire plus, ou pour les auditeurs aussi. Moi, ce qui m'intéressait dans le rap, c'était pas tant sa musique, mais plutôt comment elle était construite. Parce que, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment le capitalisme produit de la race en quelque sorte, c'est-à-dire de l'altérisation noire. Et au fait, le rap est un objet vraiment assez bien parce que c'est assez explicite, les rappeurs disent, ou bien, ils montrent toute la rationalité de leur performance. C'est-à-dire que quand on les voit dans les clips, etc., ils performent, mais ils performent
en fonction d'un marché, ce qu'ils attendent. Là, parce que quand on regarde un clip de rap ou quand on regarde les rappeurs parler de toujours les mêmes choses, on pense que c'est quelque chose, peut-être un défaut d'imagination, etc. Non. Ils savent qu'est-ce qui marche pas, etc. Comment ils anticipent, comment on aimerait qu'on les voit. Donc ils fabriquent leur performance raciale en fonction du marché. Et le marché, c'est des adolescents, aux États-Unis j'entends, hein, c'est des adolescents blancs de classe moyenne qui veulent un peu vivre le fantasme du ghetto et d'une masculinité ostentatoire. Ils répondent à cela. Lil Wayne, par exemple, ne parle pas de ses années à la fac, mais par contre, il sait créer des récits. Il sait aussi produire un corps de stéréotype de l'homme noir dangereux, parce que, en l'occurrence, ça rapporte de l'argent. Moi, c'est vraiment cette partie-là, la partie industrielle, et j'ai envie de dire l'industrialisation, la fabrique industrielle de la race qui m'a vraiment intéressé dans le rap, mais qui peut se vérifier dans la musique nord-américaine de manière générale, mais les rappeurs sont plutôt bavards là-dessus. C'est ça vraiment qui m'intéresse. Alors, moi, quand j'ai parlé de Neo Soul, j'ai plutôt orienté la chose sur notamment sur leur rapport à l'Afrique. Parce que, alors comme souvent quand on écrit quelque chose, on commence par ce qu'on aime. Donc j'ai beaucoup écouté de la Neo Soul quand j'avais un âge que vous n'avez plus non plus. Et donc je me disais voilà quels imaginaires ils construisent, notamment de l'Afrique. Et notamment j'écoutais beaucoup Erykah Badu, et qui a toujours eu une esthétique très liée à une représentation de l'Afrique avec des foulards de tête très très hauts, des bijoux qui avaient une relation avec l'Égypte notamment, et puis des tissus qui ressemblaient à des wax. Voilà. Donc elle avait son esthétique à elle, et elle reconstruisait en fait une généalogie et un lien avec l'Afrique. Et donc du coup c'était aussi comment la musique devient une sorte à la fois une migration métaphorique vers l'Afrique, et en même temps quelque chose de très spécifique à cet espace-là. Du coup, moi, j'ai par contre une question pour toi. Je peux, du coup, maintenant. Quand je tente... D'accord. On peut être là jusqu'à demain. Parce qu'en t'entendant parler des rappeurs, je me posais la question des rappeurs femmes. Il y en a plus tant que ça, si je ne m'abuse. D'accord. Bon, j'ai raté le coche. Non. Je me souviens qu'il y a quelques décennies, il y avait Lil Kim, il y avait d'autres formats, et en fait, il y a même les stars actuelles qui ont des ongles comme ça, et puis Nicki Minaj, Cardi B. Voilà, elles jouent en fait elles font du rap, où effectivement c'est un domaine qui reste quand même très masculin, avec des codes de virilité très très marqués, très forts, et elles jouent justement d'une hyper féminité. Exubérante, en étant dénudée une bonne partie du temps. Je me souviens avoir vu les Grammy Awards avec elle faisant une performance. Et du coup, comment elle renverse la chose? Est-ce que ça marche? Moi, en tant que spectatrice, ça ne marche pas. Et peut-être que comment elles arrivent à jouer sur le registre entre masculin, féminin, en jouant là-dessus. Si je suis pas claire, tu m'as dit. Ah, bonne question. J'ai moins travaillé sur les rappeuses, même si ça se vérifie d'ailleurs, enfin sur le corps noir féminin. Ou alors peut-être du point de vue des hommes, si tu as peut-être plus de matière sur le sujet. Après, si je utilisais tes mots sur enfin non, pas l'agir politique, mais leur agentivité, pour moi, elle passe par le fait que, par exemple, leurs paroles et leur posture lascive leur permettent d'être, au fait dans la lignée de C.J. Walker, c'est-à-dire dans la lignée même nationaliste américaine, une self-made woman, qui plus est black woman, en fait. Pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Comment on va jouer des stéréotypes sur les femmes noires. On va les surjouer, on va les investir à fond, mais tout simplement parce que ça engrange
de l'argent en fait. Je fais le job en quelque sorte, mais en même temps, je fais le job, mais ça crée aussi un modèle, des nouveaux modèles de féminité auxquels on adhère ou qu'on n'adhère pas, d'ailleurs, en fonction de nos convictions, par exemple, parce que c'est quand même des féminités très néolibérales. Bon, moi, c'est un peu ce qui me dérange, c'est le côté très néolibéral, mais bon, qu'elles assument. Hein. Et après, c'est leur droit. Mais c'est peut-être là au moins où je vois ce côté d'agir cette puissance, enfin, pas une puissance, d'agir tel que je l'entends moi, mais tel que je le vois chez elle. D'ailleurs, je vais peut-être me profiter. Chacun son tour. Tu verrais que c'est un peu un rapport avec les rappeurs, parce que moi j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit à travers les œuvres d'art que tu as sectionnées, et ça m'a tout de suite fait penser au fait, au rap, enfin pas au rap, au corps des rappeurs, voire même beaucoup aux hommes ou aux femmes noires américaines d'ailleurs aux États-Unis, c'est-à-dire qui ont des tatouages. Et quand on leur demande de commenter leur tatouage, généralement, ils disent c'est mon histoire. Je raconte, je déploie mon histoire à travers mon corps. Et je me demandais comment toi, tu voyais, est-ce que tu pourrais traduire ce genre de choses comme de l'agir politique, c'est-à-dire ce côté, on va déjouer, enfin pas déjouer, pardon. On va un peu s'extraire de cette histoire qui nous réduit, dans laquelle on ne trouve pas notre place parce qu'on n'est pas valorisé dans l'histoire, dans la grosse histoire. Mais par contre, on va y échapper ou on va s'extraire en créant nos propres histoires qui passent soit par les tatouages ou bien soit qui passent même par les bijoux, le bling-bling, que je trouve assez intéressant comme contre-histoire. C'est-à-dire, je vais me valoriser à travers ce que je porte, les bijoux, qui va montrer que j'ai de la valeur dans une société qui m'en dénie, en fait. Alors, oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Je me posais la question aussi parce que le tatouage est devenu à la mode. Ouais. Et du coup, est-ce que déjà, dans un niveau macro, qu'est-ce que veut dire un tatouage désormais, sachant que effectivement, les rappeurs ont commencé il y a très longtemps. Oui. Et comment ça te repositionne dans l'espace social, sachant que beaucoup de gens, enfin maintenant les gens les plus rares sont les gens qui n'ont pas de tatouage et qui finalement, et qu'est-ce que les gens représentent, par exemple dans ce qu'on voit dans l'espace social, on voit beaucoup de références à des tatouages maoris, des tatouages liés à des guerriers d'endroits où les gens ne sont pas forcément allés, ou n'ont pas une relation particulière. Ou alors une philosophie, je sais que je connais certaines personnes qui ont des tatouages plutôt indiens. Pour les Africains américains, de moi, suivant ce que j'ai vu, effectivement, pour eux, c'est une forme d'agir et d'une récupération de cet espace-là, mais avec un très gros codage quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va avec la chaîne, avec le vêtement, avec la posture, avec la musculation, qui est aussi une grosse question. Alors la chose arrive pour monsieur, madame, tout le monde, même ici. Mes étudiants sont bodybuildés pour partie maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est un marché aussi de l'esthétique, de la beauté, de l'apparence de bien-être, de performativité aussi, qui est aussi à double tranchant quand on est effectivement un corps noir. Parce que tu parlais tout à l'heure du fait que tu pensais avec tes amis à ce moment-là que réussir, c'était par le corps et par donc un effort physique, par le sport et des choses comme ça, c'est... le processus est toujours un peu le même. Voilà. Et en même temps, voilà, les tatouages sont aussi assez codés classe sociale. Initialement, les rappeurs venaient quand même des ghettos, et que donc dans des ghettos, tu avais plus de probabilité pour trouver des gens avec des tatouages. Donc je pense que l'agir politique est aussi lié à la classe sociale, à la représentation de la masculinité dans cet espace-là, qui finalement est un commun aussi avec d'autres personnes vivant dans des classes populaires dans ces quartiers-là, mais il y a une couche supplémentaire avec le corps masculin noir, qui du coup habite à la fois un cliché de l'homme très costaud, performant,
potentiellement aussi dangereux, parce que quand ils arrivent à un point où ils sont extrêmement bodybuildés, ben, ils changent, ils se transforment, et ils occupent l'espace, là, pour le coup, d'une autre manière. Mais je pense que c'est en train de changer. Enfin, l'impression que ça me donne, c'est que que ça se diffuse, que ces modalités-là, ces images-là qui venaient du rap commencent à se diffuser dans d'autres secteurs et à d'autres populations qui ne sont pas forcément en contact autant que ça avec la culture africaine-américaine. Donc oui, je pense que c'est une manière de récupérer son corps, mais qui peut avoir des effets néfastes puisque ça peut les contraindre aussi dans une figure, et qui est la figure du rappeur, du gars du ghetto, alors qu'ils ne le sont pas forcément, comme tu disais, Lil Wayne, qui correspond à un format parce que c'est ce qui fonctionne. Enfin, je trouve ça, voilà, je trouve ça très ambivalent. C'est à la fois une forme peut-être de libération et d'appropriation du corps, mais c'est aussi très codifié. Parce que on a un tatouage, on a le bridge d'Andoré, on a les grilles. Merci pour les. On a les chaînes. Enfin voilà, ça s'organise de manière très très pensée. Ce qui est peut-être un code de validation entre eux aussi. Mais ça représente toujours malgré tout une sorte de figure menaçante dans certains quartiers des États-Unis, par exemple. Un format comme ça, à part être une star effectivement du monde du rap ou du cinéma, ou voilà, le cinéma c'est plus rare. Si une personne comme ça va dans le Upper West Side ou East Side, ça passera plus difficilement et les gens commenceront à avoir peur et ça finira par un panneau comme Dress Code a montré en fait. Donc c'est un agir, enfin je pense une récupération de son corps et de son espace parce que c'est ce qu'ils ont. Et en même temps, je pense que, enfin, l'impression que ça me donne, c'est que ça peut être assez aussi enfermant dans un archétype qu'ils ont partiellement créé, mais qui peut aussi partiellement leur échapper. Est-ce que c'est pas l'impasse avec, c'est-à-dire, on crée quelque chose, une sorte de contre-culture ésotérique comprise par peu de personnes, mais après, c'est toujours. Mais aussi, je pense que ouais, il y a l'effet contre-culture et l'effet les classes sociales, les minorités racisées aux États-Unis, c'est quand même en plus grande majorité des gens de ces quartiers-là. Et donc, même si pour eux c'est une forme de création de l'espace dans un ghetto ou dans des choses qui sont socialement difficiles à vivre, une manière de se récupérer, de s'affirmer, d'avoir quelque chose à soi aussi, ça marche dans cet espace-là. En dehors, quand on a passé 3 rues, les codes changent. Ah oui. Et que si ce même rappeur va à la plage, je sais pas, Martha's Vineyard, pour peu qu'il arrive sur cette île, là les codes sont totalement inversés et il va devenir l'archétype en fait auquel il veut peut-être échapper en fait. Donc oui, je pense que comme tu disais, c'est à double tranchant. C'est assez. Maintenant, avec l'évolution de cette généralisation d'une esthétisation du corps assez généralisée, de la musculature, du bronzage, de la bonne santé, de la méditation aussi potentiellement, parce qu'il faut être en forme à l'intérieur et à l'extérieur, peut-être que les choses vont aussi changer. C'est-à-dire que le fait que ça soit approprié par une culture plus mainstream et transnationale, peut-être que ça peut leur donner une entrée différente, eux, qui avaient déjà commencé ça auparavant. Maintenant, il y a toute la rhétorique visuelle dont tu parlais qui assoit ce personnage-là et qui n'est pas approprié par les autres. On n'est pas ce dont tu parlais là. Les grilles. Ok, I got it. Tout le monde ne mettra pas ça. Mais on ne sait jamais. D'accord. Oui, il est là. Merci beaucoup à nos 2 intervenants, Sarah Fila Bakabadio et Franck Freitas Ekwe. Voilà, nous vous donnons rendez-vous en janvier pour le colloque international le 12 et 13 janvier. Voilà, on vous remercie encore une fois. Et puis, très bonne soirée à tous et à toutes. Merci.